tu peux juste voir tes copines qui portent le même style que toi et aller boire le thé ensemble, ou aller au cinéma, ou se balader dans le parc, ou faire... Enfin, quoi que ce soit, hein, en vrai. Je pense qu'il y a déjà eu des activités assez surprenantes, genre sport, du laser game ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a déjà dû avoir des trucs comme ça, tu vois. Je veux bien voir les roulades avec le corset et tous les trucs. Alors Mila, du coup, tu es créatrice de contenu. Exactement. Entre autres, sur les réseaux sociaux, donc là, me l'a dit tout à l'heure, notamment sur TikTok, où tu as plus de 100 000 personnes qui te suivent. Également sur Instagram, où tu as à peu près 28 000 personnes aussi qui te suivent, une grosse communauté. C'est vrai que c'est bien, comme ça, on peut mettre un peu en fond, du coup, ton contenu. À quel moment tu as eu envie de créer du contenu autour de la mode alternative japonaise ? Je pense que c'est quelque chose qui est venu assez naturellement en le portant, parce que c'est une mode qui, de manière générale, qui n'est pas beaucoup portée. Donc, il y a un système un petit peu de communauté qui est dans votre ville, qui est dans votre pays, qui est même à l'international. Et en fait, pour pouvoir communiquer, si vous vous contentez juste de sortir dans votre café à côté, en fait, vous ne rencontrerez pas grand monde qui porte ça. Alors, du coup, il y a une communauté sur Internet qui est très forte, qui est très présente. Et en fait, ça se fait un petit peu naturellement parce qu'en fait, pour parler de ça et pour partager ça avec d'autres personnes, vous êtes obligé quelque part de commencer à créer du contenu pour montrer vos tenues, pour commenter sur les tenues des gens, etc. Et donc, je pense que ça s'est fait assez naturellement depuis que je porte ça, donc depuis 15 ans maintenant. Mais on va dire vraiment la création de contenu comme quelque chose que j'envisage pas seulement dans la communauté, mais accessible à tout le monde. Je pense que ça fait quelques années déjà, peut-être. On va dire de manière générale, je pense depuis 8 ans. Et je pense de manière vraiment concrète et genre vraiment poussée jusqu'à ce que poussée à un certain extrême, je pense depuis 2 ans à peu près. Je pense qu'il y a 2 ans où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais réellement créer du contenu pour ça, pour une audience qui est beaucoup plus large que ce que je pensais. T'avais quoi comme style avant ? Ah oui. Étant donné que j'ai 30 ans et que ça fait 15 ans que je porte ce style... Ah oui, c'est ton style. Donc, depuis le début, ça a toujours été ça ? Quasiment, ouais. D'accord. En fait, moi, je viens d'une petite ville. Une petite, bon, on s'entend. Mais en fait, ce n'est pas Paris. Donc voilà, j'ai grandi entre Nîmes et Montpellier, sachant que... Attendez, Montpellier n'était pas ce que c'était à l'époque. Parce que Montpellier, ça... Tu veux dire la plaque tournante du streaming ? Ce n'était pas la plaque tournante du streaming à l'époque. Et Nîmes, ça reste quand même... Enfin, c'est une ville très sympa, mais ça reste petit, quoi. Donc, quand j'ai voulu commencer à m'habiller un petit peu avec ce que j'aimais moi, en fait, tu te rends compte que vite, tu es vite arrêté par ce qu'il y a autour de toi, en fait. Il n'y a pas de boutique alternative. Enfin, tu as un Jennifer, tu as un Pinky, tu as un Naf-Naf. Voilà, c'est le maximum. On parlait beaucoup des autres invités. Tu as souvent une boutique qui te crée aussi le repère et l'inspiration. On avait parlé de l'Indien à Paris ou Damda nous parlait de la boutique à Rennes qui lui avait permis d'étoffer sa curiosité de séduction. Toi, tu n'avais pas ça, toi ? Ah non, clairement. D'accord. Mais du coup, j'ai essayé de faire c'est vraiment au collège où j'ai commencé à découvrir les styles alternatifs, notamment de la mode japonaise, etc., la mode Harajuku. Et du coup, j'étais là genre, mais moi aussi, je veux m'habiller comme ça. Mais on s'habille comme ça avec les trucs qu'on trouve dans les boutiques qu'il y a en genre 2010 à Nîmes. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, c'est pas forcément très brillant. Et mine de rien, à l'époque, c'était pas non plus si courant que ça d'acheter sur Internet. Qu'on a l'impression que c'est super facile, tu vois, maintenant. Aujourd'hui, oui, mais avant... Moi, quand j'étais au collège, je devais un peu négocier avec mes parents. Est-ce qu'on peut acheter ça sur Internet ? Oui, d'accord, mais ça vient d'où ? Ça vient de qui ? Etc. Donc effectivement, au début, je pense que j'ai eu un style un petit peu... j'ai essayé d'avoir un style alternatif avec ce que je trouvais dans les magasins. D'accord. Pas très brillant. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai vraiment je me suis passionnée vraiment par la mode Lolita, là, on a commencé à acheter peut-être sur Internet. Quand ça nous arrivait avec mon père d'aller sur Paris, du coup, on passait dans les boutiques à Paris, etc. Donc voilà. Donc en fait, j'ai quasiment toujours eu ce style. Je ne suis pas passée par genre 45 styles avant. Je sais que c'est assez courant, mais... D'où ça t'est venu, en fait, cet amour un peu de la mode alternative ? Est-ce que t'es tombée sur des œuvres en particulier ? Est-ce que tu as vu... Alors, en fait, moi, il y a à la fois l'aspect vraiment mode Lolita et à la fois l'aspect vraiment juste mode.
j'ai grandi avec des parents qui sont passionnés de mode. J'ai grandi avec... la dernière fois, vous parliez de Fashion TV. J'ai grandi avec Fashion TV à la télé qui tournait. Incroyable. Mon père dessinait des chaussures sur les serviettes du petit déjeuner. Et je retrouvais ça en me levant le matin. En pur passionné ou il bossait dedans? Passion. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Okay. Et puis ma mère aussi a toujours beaucoup aimé ça. Elle a une très grande garde-robe. D'ailleurs, au moment où je suis partie de la maison, elle a transformé mon armoire en sa garde-robe, une extension de sa garde-robe. Wow. Donc j'ai toujours grandi en comprenant et en concevant que la mode, c'est un art, c'est une expression. Et à titre plus personnel, comment moi je me suis passionnée pour cette mode-là. Quand j'étais petite, je regardais les dessins animés à la télé. Je regardais Sailor Moon, je regardais Cardcaptor Sakura, je regardais les Magical Girls. Et j'étais passionnée de Magical Girl. À l'époque, j'étais quand même très petite, j'étais en primaire. Je n'avais pas forcément conscience que c'était japonais. C'est des dessins animés, c'est tout. Oui. Au collège, ça y est, j'ai fait le premier maillon de la chaîne. Ok, en fait, c'était des dessins animés, mais c'est des dessins animés japonais, c'est des animés. Ok. Ah, et en fait, ces animés, c'est des mangas aussi. Ok, d'accord. Donc, je vais commencer à acheter des mangas, je vais commencer à lire les mangas. Il y avait des sites qui existent toujours à l'époque qui regroupaient toutes les news, mangas, etc. Et ces sites-là regroupaient aussi des photos de rues du Japon. Donc, notamment les photos, les fameux street styles de Harajuku, de Shibuya, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert la mode japonaise. D'abord le gyaru, ensuite le decora et ensuite le lolita. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui n'ont pas les termes gyaru, decora et lolita? Parce que moi je vois à peu près, j'ai eu aussi un moment où je m'intéressais Gyaru, c'est un style qui est plutôt né dans le quartier de Shibuya. Je ne suis pas la plus grande experte, donc je ne vais peut-être pas donner une définition qui est parfaite. C'est souvent, vous voyez, quand on voit des jeunes filles japonaises, enfin pas forcément des jeunes filles, mais des filles japonaises avec les cheveux décolorés, avec des jupes assez courtes, des talons assez hauts, avec des styles un petit peu extravagants, un petit peu provocateurs. Un peu badass, sexy. Et du bronzage aussi un peu, non? Et le bronzage. Ça longtemps, il y a eu beaucoup de bronzage. Je pense que maintenant, c'est moins accentué. Et donc voilà, donc ça c'était un des premiers styles que j'ai découvert. Ensuite, le decora. Le decora, c'est un style plutôt basé à Harajuku, donc un autre quartier de Tokyo. Et qui, lui, basait plutôt sur l'accumulation de détails colorés, souvent très, très flash, arc-en-ciel, etc. Donc là, on revient notamment à deux livres très connus qui s'appellent Fruits et Fresh Fruits. Exactement. Qui étaient parmi les tout premiers livres, justement, il y a 15-20 ans, à ramener en Europe une sorte de recueil de ces looks super taffés, quoi. En fait, Fruits, c'est un magazine de base, et c'est un magazine justement de street styles. Et à l'intérieur, il y avait quasiment que ça. C'était juste des photos de la jeunesse de Tokyo, habillée comme ils le souhaitent. C'est un magazine qui a été très, très populaire. Et en fait, c'est ce magazine-là qui a popularisé le street snaps de manière globale et de manière internationale. C'est ce magazine-là. Et en France, effectivement, ça n'a jamais été publié. De toute manière, ça n'a jamais été publié qu'au Japon. Mais ça a été compilé sous forme d'ouvrages qui ont été vendus par Phaidon. Il y a quelques années, qui sont plus édités maintenant en Fresh Fruits et Gothic Lolita. Donc il y a 3 exemplaires. Ah, t'as les 3? J'ai les 3, Incroyable. C'était fou. À l'époque, moi, c'était mon premier contact. Tu vois ces livres en librairie, tu dis, ces gens sont-ils réels? Ouais, moi aussi, ça m'avait fait un petit choc. Je trouvais ça vertigineux, en fait, de s'habiller comme ça. De détails. Et c'était à la fois ludique et ultra sophistiqué. Enfin, c'est un truc que, en France, on n'a pas ça en France. Et puis, une expression tellement libérée, en fait, parce que quand tu vois les gens, de manière générale, autour de toi, comment ils sont habillés, c'est jamais vraiment comme ça, quoi. C'est tellement libre comme manière de s'habiller, c'était fou, quoi, de découvrir ça. Et je pense que c'est justement en découvrant ça et en me disant ça que je me suis dit, moi j'ai envie d'être comme ça, je veux m'exprimer comme ça. Et alors même s'il y avait des styles que j'avais découverts, mais je me suis pas... J'ai découvert le gyaru, mais je me suis pas forcément retrouvée dans le gyaru. J'ai découvert le decora, mais je me suis pas forcément retrouvée dans le decora. Et c'est quand j'ai enfin... que mes yeux se sont posés sur la mode de l'État, là je me suis dit, ça me parle plus. Et c'est comme ça que je me suis vraiment lancée là-dedans. Et du coup, est-ce que ce sont des tenues que tu portes dans la vie de tous les jours? Alors, à titre personnel, je les porte régulièrement. Je les porte pas tous les jours. Je pourrais les porter tous les jours, mais j'en ai pas l'envie. Parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aime, plein d'autres styles que j'aime et que j'ai envie d'explorer. Et j'aime beaucoup ça. Mais c'est pas 100%... Si, c'est 100% moi, mais c'est pas 100% de ma personnalité, en fait, c'est ça. Donc, mais tu peux le porter tous les jours. L'embêtant, c'est que
on vit dans une société. La saucisse, la fameuse. Saucisse, on vit dans la fameuse saucisse. Et on sait très bien que la saucisse fait qu'on ne peut pas forcément s'habiller comme on veut, quand on veut, où on veut, avec le travail, avec les études, avec la famille, avec l'environnement dans lequel on vit. Mais il y a des personnes qui le portent absolument tous les jours. Voilà. Ok. Et toi, du coup, comment tu gères ce regard un peu extérieur, ou alors ce regard de la société qui t'oblige parfois La société française. La société française, la saucisse française. La société parisiano-nimoise. J'en ai rien à faire. Enfin, mais vraiment, j'en ai rien à faire. Est-ce que tu as des remarques, qu'elles soient innocentes ou pas, qu'elles soient positives ou négatives? Est-ce que les gens ouvertement s'arrêtent ou est-ce que tu vois juste des regards en mode Alors, parce qu'évidemment, c'est un look qui sort de l'ordinaire. En fait, quand tu portes un look comme ça, même un look alternatif de manière générale, tu disruptes l'espace social. Ouais. Et en fait, ça attire forcément l'attention, que tu le veuilles ou non, ça attire forcément l'attention. Effectivement, il faut être préparé, si on porte quelque chose comme ça, à se dire je vais attirer les regards, je vais attirer les remarques, positives ou négatives, parce que toutes les interactions, et depuis certaines années, la grande majorité des interactions que l'on a sont quand même positives. Je trouve qu'il y a eu un gros changement depuis le Covid. Ah oui? Ouais. Ah, okay. Vraiment, je trouve. Je pense qu'en fait, le confinement a fait réaliser aux gens que... En fait... C'est ma théorie. C'est une théorie. Vas-y. Je pense que le confinement a fait que les gens n'étaient plus soumis au regard des autres. Et ont commencé à se dire, si c'est pour rester enfermé 6 mois chez moi, je vais mettre ce que je veux. Et en fait, les gens ont commencé à mettre ce qu'ils voulaient chez eux. Les gens étaient aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis sur TikTok, sur Instagram, etc. et qui ont commencé à s'exprimer comme ça. Et en fait, je pense que ça a un petit peu libéré certaines choses. Moi, j'ai jamais vu autant de styles alternatifs à la sortie d'un lycée depuis que je suis à Paris et que je me balade, sortie d'un collège, sortie d'un lycée, plein de gens avec des styles vraiment différents, etc. Comparé, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, on était peut-être 3, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était plus normé, peut-être. Ouais. Je pense que ça s'est assez libéré. Et moi, je le vois aussi au travers le regard des gens. Franchement, il y a 10 ans, il y avait très peu de personnes dans la rue qui m'arrêtaient pour me dire « J'adore ce que vous portez, c'est trop cool ». Maintenant, c'est tout le temps. Ah oui? Plus de bienveillance aussi? Beaucoup plus de bienveillance, ouais, je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour toi de trouver tes tenues? Et où est-ce que tu les trouves? Quel est le budget, etc. quoi. Alors, je pense que maintenant, ça n'a jamais été aussi facile. Ouais. En tout cas, ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut être honnête en disant que la mode Lolita, je pense que c'est la mode alternative qui, à ma connaissance, coûte le plus cher. Ah oui, on est d'accord. C'est hyper cher. Et c'est pas parce que c'est alternatif que c'est pas cher. J'espère que tu me dises, mais non, c'est pas du tout ce que vous imaginez. C'est exactement ce que vous imaginez. C'est exactement ce que vous imaginez. C'est très cher. Après, est-ce que c'est très cher par rapport à la qualité du travail qu'il y a derrière et la qualité de la pièce? À titre personnel, je trouve pas. Je trouve que c'est au juste prix par rapport à ce que c'est. Okay. Par contre, j'ai quand même bien conscience que acheter une robe à 300 €, c'est pas du tout à la portée de toutes les bourses. Mais heureusement, il y a un énorme marché de la seconde main. Ça, c'est génial. C'est une mode qui est extrêmement bien documentée. Même une petite bague qui est sortie en 2012 chez une marque obscure, cette petite bague, elle a un nom. Et vous allez pouvoir, via certains sites, retrouver le nom et potentiellement retrouver cette petite bague sur des sites de seconde main, etc. Ah ouais. Donc c'est très, 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 très détaillé au niveau de la seconde main, beaucoup plus que... Je pense que ça s'apparente un peu au marché de la sneakers, de ce que j'ai pu en comprendre. Okay. Tous les modèles ont un nom, tous les modèles ont un nom, une couleur spécifique, etc. Et si tu le cherches, tu pourras la retrouver. C'est un petit peu pareil dans la mode Lolita. D'accord. En tout cas, on va dire que sur des marques japonaises, sur la plupart des marques japonaises, coréennes, européennes et américaines, on va dire que la moyenne pour une robe neuve, c'est 300 €. D'accord. À peu près. Et tu m'avais parlé justement du site de documentation Lolibrairie. Oui, exactement. Lolibrairie. Lolibrairie. Je valide. C'est du génie. C'est du génie. Je l'ai mis dans les assets pour je valide à 100%. le passer. Justement, c'est le fameux, en tout cas maintenant, c'est le site principal sur lequel les Lolitas se réfèrent pour aller chercher leurs articles. C'est classé par marque, c'est classé par catégorie, c'est classé par couleur, par texture. En fait, mettons, si vous voulez trouver, vous savez pas exactement quelle robe vous voulez, mais vous voulez une robe noire, en velours,
avec des élastiques à l'arrière parce que vous voulez être confortable, et ben vous pouvez rentrer toutes ces données dans la recherche et ça va vous sortir toutes les robes noires en velours avec des élastiques dans le dos et vous pouvez dire j'aime bien ça là, j'aime bien ça là. C'est pas un site de vente, vous n'allez pas pouvoir acheter dessus. Mais vous allez avoir le nom, vous allez avoir les... Wikipédia un peu... C'est totalement Wikipédia de la mode Lolita. Voilà. C'est le librairie, incroyable. Et moi, j'utilise énormément cet outil à la fois de manière personnelle pour trouver des choses et à la fois sur mes streams, quand on parle de mode Lolita et qu'on fait des tenues ou qu'on référence des choses qui sont sorties il y a longtemps, c'est sur ce site que je vais pour montrer toutes les photos stock, par exemple. Ah ouais, génial. Et c'est un effort communautaire alors? C'est totalement un effort communautaire et c'est 100% payé par les Lolita qui... Il y a un espèce de Patreon auquel tu t'inscris et pour subvenir aux besoins nécessaires pour la mise en ligne du site. Ah ouais, d'accord, c'est dingue. J'ai ramené donc ces 2 petites jupes-là. C'est celles qu'on voyait justement... Où est-ce qu'on peut se mettre au mieux, Maxime? C'est bien ici ou pas? Peut-être pas la cam défilée comme la... Et regarde, mets-toi à ma place, comme ça tu peux être là, vas-y. Écoute, je reprends ta place. Voilà. On a ces 2 jupes-là. Et ça, je les ai ramenées parce que je les trouve assez fun. Vas-y, assieds-toi. Comme carrément. Ouais, carrément. Ah oui, mais comme ça, tu vas être cadré. Sur la caméra groupe. Merci beaucoup, Lame, d'être venue, d'être notre invitée aujourd'hui. Tu m'interviews quand tu veux sur mes influences. Sur ton look centre droit. Ouais. Merci beaucoup. Donc, ces 2 jupes, je les ai ramenées parce que je les trouve assez fun, parce qu'en plus, elles ont une histoire française, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des jupes Vivienne Westwood en collaboration avec les 3 Suisses. Parce que les catalogues Les 3 Suisses ont longtemps fait des collaborations avec des créateurs. Attends, les 3 Suisses? Ouais, en tout genre. Et c'est là le catalogue qu'on a vu passer. Exactement. Là tout à l'heure. Et du coup, celle-ci, ce sont les jupes Vivienne Westwood et Les 3 Suisses de 95-96, automne-hiver. Et du coup, ça permettait aux gens de s'acheter, honnêtement, les vêtements sont d'aussi... Je ne sais pas s'ils sont d'aussi bonne qualité, mais en tout cas, ils sont de très bonne qualité. Okay. C'est 100% laine, par exemple. Tu vois, rien que ça. Donc là, ça a 30 ans quand même. Pour un prix, cette pièce-là, elles ont 30 ans. Et du coup, je me suis dit que c'était fun parce qu'en fait, c'est du Vivienne Westwood sorti avec les 3 Suisses Cocorico. Et maintenant, ce sont des pièces que tu peux trouver en enchère. Par exemple, les miennes, je les ai trouvées en enchère. Ah oui. Alors, je les ai trouvées en enchère avant que Vivienne Westwood décède. Oui. Donc, c'était raisonnable. Ouais. Je pense que ce même genre de pièces, maintenant, coûterait peut-être un peu plus cher. Et oui. Voilà. Quand tu dis à l'époque, c'était accessible. C'est quoi? Moi, je les ai payées 100 €. Ah oui, ça va. Moi, j'ai payé 100 €. Je pense que maintenant, ça monterait plus quand même. Mais... il y a vraiment les mêmes genres de détails que sur les pièces Vivienne Westwood classiques, avec cette espèce de faux cul à l'arrière, comme ça. Ah oui, c'est l'arrière, ça, d'accord. Ouais, ça, c'est l'arrière. Oui. Avec parce qu'on voyait le bump, effectivement, sur cette qui est grise, là. Je veux bien qu'on remette les images des magazines. Ah ouais, du coup, oui. En plus, du coup, c'est drôle, parce que les magazines, voilà, c'est vraiment des extraits des 3 Suisses de 95-96, quoi. Oui, c'est ça. Incroyable. Je ne savais pas qu'elle a fait les 3. Ah oui, d'accord, ça se porte. D'accord, ça se porte. Et d'ailleurs, les collections des... Alors, attendez, hop là. Incroyable. D'ailleurs, quasiment toutes les collections des 3 Suisses avec les créateurs, comme les 3 Suisses, ça a fermé, ils ont légué leur collection avec les créateurs à la piscine de Roubaix. Okay. Donc la piscine de Roubaix, c'est un musée. Ah d'accord, oui. Tu vas dire Camoulox. Non, oui. C'est un distributeur avec les bonnets de bain et le... Donc la piscine à Roubaix, le musée de Roubaix a récupéré du coup une majeure partie de toutes ces collections qui sont en exposition en rotation, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. Ok. C'est fou. Et Vivienne Westwood, elle a quitté récemment. Elle nous a quitté en 2022, ouais. Ah, ça, ouais, c'était assez récent. Bah ouais. J'ai aussi ramené celui-là que alors je trouve c'est super beau. Ça, c'est... Hop là. Ça, c'est le corset culte de Vivienne Westwood. Ouais, incroyable. Et celui-ci, je l'aime particulièrement parce que... Alors, c'est pas l'original, bien évidemment. C'est une réédition. C'est une réédition 2022-2023 de la toute première forme de corset vraiment initiale que Vivienne Westwood a faite, qui est apparue... dans la collection Harris Tweed 87. C'est une collection dans laquelle il y a beaucoup de choses qui sont apparues. C'est une collection dans laquelle elle a utilisé l'orbe pour la première fois. C'est une collection dans laquelle elle a créé les rocking horse pour la première fois. C'est une collection dans laquelle elle a créé le corset aussi pour la première fois. Et c'est un corset qui, pour le coup,
a été édité dans des couleurs, dans des motifs les plus extravagants les uns que les autres, mais qui n'a jamais quitté ses collections. Voilà. Et qui est toujours très recherché aujourd'hui. C'est très difficile de le trouver, quoi. Mais c'est aussi pour ça que moi, je me suis un petit peu jetée sur celui-là quand il a été réédité. C'est qu'en fait, quelque part, il a tellement été réédité en plein de couleurs et plein de détails différents que de trouver juste un noir tout simple, en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Bah oui, et qui est plus facile aussi à sortir quand tu veux le porter aussi. Exactement. Et ça coûte combien quand c'est comme ça? 9. La question qui fâche. La question qui fâche. Non, mais au début de ton interview, tu nous as dit de toute façon, c'est pas une mode qui est accessible, ça coûte cher. C'est sûr. On a montré des montres à 80 000 balles. C'est une marque de luxe. Donc. Celui-là, ce genre de corset neuf, ça va entre 900 et 1100 euros. Ah ouais, ça dépend. Quand même, en seconde main, comme ils ont tous une histoire, maintenant en seconde main, c'est même plus cher que la première main. Donc à la limite, il vaut mieux en acheter un première main qu'en acheter un seconde main. Sauf si vous tombez sur une très très bonne affaire. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il a été aussi ultra popularisé avec les réseaux sociaux et avec TikTok. Exactement. Moi, je trouve ça dingue de voir depuis quelques années à quel point Vivienne Westwood revient en force. Enfin, je ne sais pas si on s'imagine, mais il y a 10 ans, Vivienne Westwood, je ne vais pas dire qu'ils habillaient personne, c'est pas vrai. Mais c'était plus le creux de la vague. Ouais, c'était un peu moins... Ils habillaient pas autant de monde. Et moi, je trouve ça dingue que maintenant... Dua Lipa, mais en fait tout le monde. En fait, je cherche des noms, mais en fait tout le monde se fait habiller par Vivienne Westwood. Et moi, je trouve ça cool parce que ça me permet de voir plus de jolies tenues. Mais c'est vrai que c'est revenu dans l'air du temps, en fait. Voilà. Et une dernière pièce, parce que du coup on parlait, alors ça c'est pas Vivienne Westwood, mais on parlait du marché de la seconde main, etc. Ça c'est un trench coat de la marque Angelique Pretty. Ah, c'est la marque que t'aimes bien. Exactement. Ah, et c'est hyper... Alors bon, à titre personnel, j'aime beaucoup ce trench, mais c'est pas tant pour le trench en lui-même que je le montre, c'est pour expliquer que les personnes qui portent la mode Lolita sont extrêmement déterminées. Et quand on cherche quelque chose, on le cherche pendant longtemps. Ce trench coat a été édité en moins de 10 exemplaires par couleur. Wow. Et j'ai mis 10 ans à le trouver. Mais je l'ai trouvé. J'ai mis plus de 10 ans à le trouver, mais en cherchant un petit peu tous les jours, sur un petit peu tous les sites de seconde main, et parfois vous tombez, ça y est, vous vous réveillez, et vous tombez enfin sur la pièce que vous recherchiez. Voilà. Et donc Believe, croire en ses rêves. Oui, c'est ça. Mais tu l'as trouvé où, du coup? Je l'ai trouvé... bonne question. Je l'ai trouvé sur un site de seconde main, je crois. Je ne sais plus. Comme ça fait un petit peu de temps déjà que je l'ai eu, je crois que c'est un site de seconde main qui s'appelle Lace Market, si je ne dis pas de bêtises. Lace Market, c'est un site de seconde main spécialisé dans la mode Lolita. Voilà, c'est vintage, d'accord. Mais c'est le vintage mode Lolita. Voilà, je crois que je l'ai trouvé là-bas, il me semble. Incroyable. Des 10 ans et à combien à la déterre. Ça m'a fatigué. Le prix. Alors, étant donné que c'est une pièce que je recherchais absolument, que j'ai mis 10 ans à trouver... Comme on prépare doucement le prix. Voilà, 10 ans, rendez-vous compte de l'inflation. Rendez-vous compte, vraiment. Je crois que c'était 500. Ok. Je crois que c'était 500 à peu près. Je crois que c'était le max de toute manière que j'avais dit que je mettrais. Et voilà. Ok. Et j'ai mis le max, Voilà. Incroyable. Présentation de petites pièces comme ça. Mais je vous jure qu'il est possible de trouver de très belles pièces pour genre moins de 100 €. Oui, j'imagine avec toute la seconde main, oui. Tout ça après, est toi, possible. tu crées du contenu. Attends, je reprends ma place, merci beaucoup. Tu reprends ta place. Après, toi, tu crées du contenu autour, ça fait aussi partie de... J'ai envie de dire, c'est des notes de frais, voilà, c'est des frais professionnels. Bien sûr, c'est des frais évidemment. Professionnels. Malheureusement, je n'ai pas de société, je ne peux rien faire passer en note de frais. Frais de représentation. On est ensemble.